Le 3 février dernier a été signé le traité qui doit ouvrir la plus vaste zone de libre-échange au monde. Après 7 ans de négociations, 12 pays ont apposé leur signature au bas du traité transpacifique qui doit englober 40 % de l'économie mondiale. Mais attention, le traité n'est pas encore en vigueur puisque les parlements des États-Unis et du Japon, les 2 principaux joueurs, mais aussi du Canada, de quelques pays latino-américains et de plusieurs pays d'Asie, du Sud-Est et même d'Océanie, doivent le ratifier. Est-ce dans la poche? Qu'est-ce qui accroche? Je pose la question à mes 2 invités. Katia Lagacé-Nadon, candidate à la maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Julien Toureille, directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Julien, je commence avec vous. Les parlements des signataires ont encore 2 ans pour ratifier le dit traité, ou non. Est-ce que le traité a des heures difficiles devant lui? Incontestablement. Sans rentrer dans le détail de ce qui va se passer dans les 12 pays signataires du TPP, on sait d'emblée qu'aux États-Unis, la tâche de ratification ne va pas être évidente. Pourquoi elle ne va pas être évidente? Essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est le rôle du Congrès. Il a un rôle. Le Congrès, dans ce traité, il doit apposer sa signature. Alors, ce n'est pas un traité international, donc il n'est pas nécessaire d'avoir la majorité des 2 tiers. En vertu de la loi Trade Promotion Authority qui avait été accordée au président Obama, le traité peut se prononcer à une simple majorité, oui ou non, pour ce TPP. Or, on sait que le Congrès actuellement est dominé par les républicains et les républicains ne sont pas enclins à faire des cadeaux au président Obama. Donc là, ça c'est le premier obstacle, la relation entre le président démocrate Obama et le Congrès républicain. Et l'autre obstacle, c'est le contexte actuel, le contexte d'une élection présidentielle au cours de laquelle les candidats vedettes, que ce soit démocrates ou républicains, se sont majoritairement exprimés contre ce TPP. Donc là, ça crée une incertitude assez majeure pour le président Obama qui, lui, aimerait bien voir ce traité ratifié avant de quitter la Maison-Blanche. Bien, rapidement, c'est pas un peu étonnant de la part des républicains, parce qu'en général, les républicains sont le parti du libre-échange et les démocrates, plus proches des syndicats, ont tendance à être plus réfractaires. Oui. C'est pas un peu étonnant? Historiquement, en effet, les républicains sont très favorables à l'ouverture des marchés parce qu'ils considèrent que ça favorise les entreprises américaines et la création d'emplois. Or, on est dans un contexte où, depuis finalement la crise financière de 2007-2008, une forte proportion de la population américaine doute de plus en plus de l'intérêt de ces accords et les républicains sont quand même assez sensibles à cette évolution-là. Et par ailleurs, on constate que les milieux d'affaires aux États-Unis ne sont pas aussi enthousiastes qu'ils l'étaient, par exemple, par rapport à l'ALENA, l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile, et l'industrie même des nouvelles technologies, quoique là, il y aurait peut-être des nuances à apporter, ne montre pas un enthousiasme démesuré, ce qui fait qu'un candidat comme Donald Trump, ou même Marco Rubio, qui émerge aujourd'hui comme quelqu'un de très sérieux dans la course à l'investiture républicaine, font preuve de beaucoup de nuances et ne manifestent pas un intérêt appuyé par rapport à ce TPP. Donc, c'est pas dans la poche aux États-Unis qui est le gros joueur parmi les 12 signataires. Katia, est-ce que dans les autres pays, en Asie notamment, est-ce qu'on retrouve le même genre d'obstacle ou c'est plus dans la poche, disons? Bien, évidemment, quand on pense à des pays d'Asie du Sud-Est, comme par exemple Singapour, Malaisie, on est dans une situation où on essaie d'obtenir une balance des pouvoirs entre la Chine et les États-Unis. Alors, le TPP offre cette chance-là de faire cette balance-là avec les États-Unis, puis d'avoir un acteur sécuritaire dans la région, les États-Unis. Puis vous avez évoqué avant le Japon aussi, qui fait partie du TPP, qui est un acteur important de sécurité dans la région. Contre la Chine, on pense aux enjeux, par exemple, de la mer de Chine. Donc, pour Singapour, pour la Malaisie, pour ces pays-là, évidemment, c'est plus... pour eux, ça va de soi qu'on va ratifier le TPP, beaucoup plus que, par exemple, les États-Unis. Ça cause plus de... Oui, exactement. Mais quand même, c'est étonnant quand même parce que c'est une zone de libre-échange, donc c'est essentiellement économique, financier. Comment est-ce que ça peut revêtir une dimension diplomatique, stratégique aussi importante? Les États-Unis, Obama a été très clair, en fait, il l'a dit. Il dit on ne veut pas laisser la Chine écrire les règles du jeu. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut voir qu'il y avait un aspect qui était beaucoup plus stratégique dans la question du TPP, en fait. N'est-ce pas? Parce qu'on se retrouve dans une situation où, par exemple, l'Asie devient de plus en plus importante. Puis, on ne veut pas que... l'importance du TPP, en fait, c'est que les États-Unis peuvent dicter les normes de l'économie.
Ils peuvent décider la manière dont les pays, notamment asiatiques, vont intervenir sur la scène économique. Alors, ça met cette question-là stratégique où on va chercher des acteurs d'Asie. On les fait, ouais, c'est ça. On les rapproche de sa zone d'influence. Exactement. C'est ce qu'on pense faire. Après ça, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et le TPP est très important pour l'administration Obama, au même titre que la coopération avec les pays membres de l'ASEAN. Il y a eu début février cette rencontre en Californie sous l'égide du président Obama, parce qu'il s'agit pour Obama de concrétiser la stratégie de pivot vers l'Asie ou de rééquilibrage vers l'Asie. Voilà. Qui a été annoncé dès 2010-2011 et qui avait un pilier diplomatique, renouer des relations avec le Vietnam, approfondir les relations avec Singapour, les développer avec la Malaisie ou les renforcer avec le Japon. Il y avait un pilier militaire avec le redéploiement d'une partie des forces américaines dans la région pour éviter, encore une fois, que la Chine ne manifeste de façon trop véhémente sa volonté de puissance. Et il manquait ce pilier économique qui est très important pour les pays de la région puisqu'il voit à travers un accord comme le TPP une implication durable des États-Unis. Parce qu'il y avait une crainte à l'origine chez les partenaires asiatiques des États-Unis, c'était que le pivot ne soit que temporaire et n'appelle à un contre-pivot vers une autre région du monde. Et là, en signant et en ratifiant éventuellement le TPP, les États-Unis montreraient qu'ils sont sérieux dans leur partenariat et dans leur présence en Asie-Pacifique. Oui, et puis cette stratégie, elle est visible aussi dans la réaction de la Chine, parce que si on s'intéresse à la réaction de la Chine, en fait, on sait qu'ils ont... ils ont fait le RCEP, qui est le Regional Comprehensive Economic Partnership, avec d'autres pays également d'Asie. Ensuite de ça, il y a la route de la soie qui a été développée pour étendre l'influence. En Eurasie, essentiellement. Exactement. Puis, on a eu la Banque d'infrastructure asiatique qui a été aussi mise sur pied. Fait qu'on voit que la Chine, évidemment, on a peut-être, avec le TPP, devancé la manière dont la Chine a décidé de se positionner puis de réagir à ça. Donc, c'est là qu'on peut voir ce côté-là plus stratégique. Oui, on la voit, effectivement. Rentrons un peu dans l'aspect économique, avec des incidences politiques aussi. Il y a des grandes inégalités, des grands écarts de développement économique entre les partenaires. Ce n'est pas comme le Canada ou les États-Unis avec l'Europe. Là, quand on parle du Vietnam, quand on parle de la Malaisie et qu'on compare avec les États-Unis, le Japon, c'est pas du tout la même chose. Donc, je présume que les avantages des uns ne sont pas nécessairement les avantages des autres. Quelles sont les différences dans la dynamique qui s'inscrit? Alors là, le débat est assez intéressant entre les partisans et les opposants au TPP. Les partisans, comme par exemple le Peterson Institute aux États-Unis, expliquent que ce TPP va permettre des gains de croissance de l'ordre de 0,5% de PIB pour l'ensemble des pays signataires. Mais là, il y a de grosses disparités parce que pour un pays comme le Canada ou pour les États-Unis, ce gain en termes de PIB va être somme toute très marginal, quelques dixièmes de points de pourcentage. Et les risques sur l'emploi sont manifestes. Une étude concernant le Canada évoque la destruction de 58 000 emplois à cause de la ratification ou à cause du TPP. Donc pas de création d'emplois. Tandis que des pays comme la Malaisie ou le Vietnam apparaissent comme les deux principaux gagnants en termes de croissance du PIB. On parle respectivement de 6 et 10% et de création d'emplois parce que ces pays plus petits, on pourrait même évoquer finalement l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, vont avoir accès à travers ce TPP à quand même deux grands moteurs de l'économie mondiale, évidemment les États-Unis, mais également le Japon, et ça peut stimuler leur activité économique et favoriser leurs exportations. Oui. En fait, on a beaucoup parlé dans la défense du TPP de la question de la destruction créatrice de Schumpeter. On a dit, on va détruire certains secteurs d'activité pour en créer des nouveaux. Mais créer des nouveaux secteurs d'activité à la faveur de qui? Puis en réalité, ce qu'on réalise, c'est que la richesse globale, effectivement, va augmenter pour certains pays. Oui. La chose, c'est quand on parle de redistribution de la richesse. À qui va revenir cette richesse-là? Puis je pense que c'est évident que la richesse, la création de la richesse va revenir aux grandes entreprises, aux dépens des travailleurs. Oui. Puis qu'il y a beaucoup d'études récentes en 2016 qui ont été écrites puis qui démontrent, dans le fond, que même les travailleurs qui sont touchés par le TPP, généralement, vont voir leur salaire diminuer. Oui. Puis que les personnes qui sont déjà protégées par les lois de la compétition du marché, eux vont avoir leurs salaires qui vont augmenter. Fait qu'en fait, même au sein même des États-Unis, ce qu'on peut réaliser, c'est que la distribution de la richesse ne va pas nécessairement bien se faire, puis que même des gens à l'intérieur même des États-Unis vont être Parce que pour être concret, je présume, on parle essentiellement de
d'emploi de main-d'œuvre, par exemple, dans le Oui, secteur automobile, effectivement. qui serait délocalisé parce que très peu compétitif par rapport au salaire du Vietnam. Oui, puis quand on pense au Vietnam, il faut penser que c'est un pays qui, en ce moment, n'est pas très développé. Le fait d'avoir évidemment, le TPP va amener les entreprises américaines à se délocaliser pour aller au Vietnam ou en Malaisie. Où déjà, il faut penser que la production là-bas crée plus d'émissions de carbone. Donc, on va augmenter la pollution dans ces pays-là. Puis en plus de ça, comme c'est des pays qui sont moins développés, pour eux, intégrer des normes économiques qui viennent des États-Unis, ça va être un gros défi. Dans les 10 prochaines années qui vont suivre l'adoption finale du TPP, mettre en œuvre ces normes-là va demander extrêmement, si on pense au Vietnam. Oui, effectivement. Et ça, c'est un point très intéressant qui vient apporter un bémol aux arguments des partisans du TPP, notamment aux États-Unis, qui disent « Regardez, cette délocalisation d'emplois existe déjà vers des pays à faible coût de main-d'œuvre comme le Vietnam. Et donc, le TPP, en incitant une harmonisation réglementaire à une harmonisation des normes environnementales, des normes du droit du travail, va favoriser, en fait, les travailleurs américains. Et donc, on voit que ce n'est pas nécessairement automatique ni évident à court terme. Mais on peut revenir sur la question de la disparité de la répartition de la richesse, qui est une préoccupation très forte, notamment auprès de l'opinion publique américaine, et qui explique pourquoi les démocrates, dans le cadre de l'élection présidentielle, manifestent une opposition assez vive à l'égard du TPP. Bon, le candidat Bernie Sanders, c'est pas étonnant, son historique montre qu'il a toujours été opposé, en effet. Dans le spectre américain, Exactement, il a toujours été opposé aux accords de libre-échange, il le fut notamment vis-à-vis de l'ALENA, mais on voit même que du fait de cette préoccupation de l'opinion publique américaine, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, elle aussi aujourd'hui se dit contre le TPP parce qu'il ne garantit pas la protection des emplois aux États-Unis, parce qu'il n'assure pas que ces emplois vont favoriser la classe moyenne. Alors là, Mme Clinton va se retrouver dans une situation un peu inconfortable, advenant qu'elle gagne l'investiture de son parti, parce que lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle a fait la promotion de ce TPP, elle a participé très activement aux négociations, elle le présentait comme le nouveau gold standard, le nouvel étalon finalement de ces nouveaux accords de libre-échange, parce qu'il allait non seulement permettre de défendre les emplois aux États-Unis, mais d'améliorer aussi tout ce qui est la dynamique de lutte contre les changements climatiques. Donc là, Mme Clinton, elle va se retrouver un peu comme Barack Obama, si vous vous souvenez. Et aussi faire baisser les coûts des produits, parce que c'est un peu ça l'idée aussi du libre-échange, c'est qu'on fait baisser les droits de douane, ce qui doit faire à terme faire baisser le prix des produits de consommation et des services essentiellement. Katia Lagacé-Nadon, Julien Toureille, merci beaucoup. 2 ans encore pour ratifier cet accord, y compris le Canada. Donc, ça sera des débats à suivre pendant encore plusieurs mois. Merci beaucoup. Merci.